La partition de Rebecca Clark nous apporte beaucoup d'informations sur les ruptures et les affirmations. Prenons la fin de la sonate par exemple. Cette fin, nous l'avons tous en tête, avec un grand point final. Eh bien, dans le manuscrit, on se rend compte que la version initiale n'était pas celle-là. Il n'y avait pas ce dernier mi que partagent l'alto et le piano, et l'alto avait un accord en moins. La sonate finissait en l'air. Et ainsi, avec cette nouvelle version, Clark nous incite à finir la sonate de manière affirmée, avec beaucoup d'assurance, de manière très conclusive. En termes de rupture, la réexposition du deuxième thème dans le premier mouvement est assez parlante. Huit mesures après le chiffre 12, dans le manuscrit, on voit que la nuance forte continue régulièrement dans un crescendo. Et puis, il y a des ajouts. Il y a des ajouts au crayon de papier, puis au crayon bleu, avec un piano qui apparaît, un piano subito, c'est-à-dire qu'on est forté, et à la 9e mesure de 12, il y a un piano subito, comme une grande vague. Et puis finalement, on se rend compte dans l'édition de Chester que pour préparer ce piano, il y aurait un diminuendo. Donc finalement, cela correspond à une grande vague qui est dessinée de manière variée selon les versions successives. Et la forme de la vague change selon les moments quand on interprète cette pièce. C'est équivalent au colaparte avec différentes formes de vagues. La virgule aussi apparaît à différents moments dans la sonate. Alors, si on fait référence à une autre pièce écrite par Clark, qui est la Lullaby pour alto et violoncelle, on voit qu'elle écrit des virgules à la fin de chaque ligne, à la fin de chaque morceau de phrase. Et c'est une berceuse. Donc naturellement, pour avoir un rythme un petit peu hypnotique, on va respirer entre chacune des phrases, ce qui va avoir un effet apaisant. Et elle a pris cette habitude de noter les virgules dans les phrases. Donc les virgules ne sont pas des points d'arrêt, mais plutôt des points de respiration. Alors on peut trouver ça dans le deuxième mouvement, dans le deuxième thème. Ces virgules donnent les respirations entre les différents morceaux de phrases. L'utilisation de la virgule va avec le rubato et l'élasticité. Au chiffre 32, dans le troisième mouvement, quand Clark réexpose le thème du premier mouvement, elle met une virgule. Et cette virgule permet bien sûr de réarticuler, mais aussi de donner du souffle. Et en aucun cas, c'est un arrêt sur image. Par exemple, dans le premier mouvement, 4 mesures après le chiffre 1, on trouve une virgule. Et cette virgule est juste une respiration souple et pas un point d'arrêt. Un autre endroit captivant pour l'utilisation de la virgule est le deuxième mouvement avant le chiffre 21. Dans la partition Chester que nous avons aujourd'hui, nous trouvons un accéléré et une virgule avant le chiffre 21.
C'était ce qu'elle avait prévu au départ à l'encre dans le manuscrit. Mais finalement, elle a écrit exactement l'inverse, à savoir un ritardando, et toujours avec la virgule. Et qu'est-ce qu'on trouve dans une des partitions du pianiste? On trouve l'indication straight on, c'est-à-dire continuer tout droit, donc accélérer, c'est-à-dire ne pas ralentir, et il a même rayé la virgule, et donc ça va directement au chiffre 21. Donc nous voyons que sur un même endroit, Clarke aura expérimenté au moins 3 formes de rubato différentes. On peut dire que comprendre la virgule dans cette sonate, c'est un peu comprendre la clé de la sonate et le type de respiration que l'on veut proposer. Souvent, elles ne sont pas notées dans le manuscrit. Par exemple, deuxième thème du deuxième mouvement, on voit que les virgules sont notées dans l'édition de Chester, mais elles n'étaient pas notées au départ dans le manuscrit. Il revient à l'interprète d'utiliser avec finesse ces virgules, non pas comme des arrêts, mais une possibilité d'aller avec fluidité vers l'élément suivant. Dans le domaine des nuances et des couleurs, l'étude d'esquisse apporte aussi son lot d'informations. Dans le premier mouvement, on retrouve tout le travail de coloriste de Rebecca Clarke. Elle a été, on le sait, très influencée par Maurice Ravel, qu'elle a brièvement rencontré. Avant la réexposition du chiffre 9, nous pouvons entendre une doublure dans la partie de piano. Et bien finalement, au départ, c'est ce que l'on voit dans le manuscrit, il y avait seulement une seule partie dans le piano, et non cette doublure à 2 octaves. Et la couleur en est très différente. Les indications personnelles de Rebecca Clarke dans ses propres partitions nous donnent une idée de la conception des nuances qu'elle souhaitait avoir. Et elle ajustait finalement les nuances lorsqu'elle était en représentation. Dans le deuxième mouvement, par exemple, au chiffre 18, l'alto pourrait couvrir le piano, si tant est que l'alto puisse couvrir un piano, mais le motif du piano tel qu'il est noté avec un alto qui jouerait forte, même avec la sourdine, n'est pas très apparent. Et ce qu'on observe dans la partition personnelle de Clarke, c'est qu'elle a noté un forte piano sur les tenues de l'alto, à chaque fois pour ne pas faire un rideau qui cacherait le thème du piano. Clarke, qui était elle-même interprète et qui avait le sens de la scène, avait aussi un sens très fin des équilibres et des nuances. Et nous voyons dans ses partitions personnelles à quel point elle était capable d'ajuster la moindre nuance et la moindre attention avec son pianiste. Et ça, c'est un vrai travail de chambriste.